Imaginez un homme, son souffle se faisant plus court, son corps succombant à une longue maladie. Il est au bord de sa propre existence, regardant les piles de papier qui définissent sa vie secrète. Il écrit une lettre à son plus cher ami. La requête est simple, absolue, empreinte d'une profonde peur du jugement. « Brûle mes manuscrits », écrit-il. Né de ses angoisses les plus profondes, ses tourments les plus intimes, ses textes doivent mourir avec lui. Il craint la honte, la nudité qu'ils exposeraient. Il veut disparaître complètement, ne laissant aucune trace, aucun mot à être mal interprète ou juge. Maintenant, imaginez l'ami. Il recoit ce testament final, tient entre ses mains l'âme de l'homme qu'il admirait. Et pourtant, c'est peut-être la plus belle trahison de l'histoire de la littérature. Qui était cet homme qui souhaitait que sa propre voix soit réduite au silence? Franz Kafka est né à Prague en 1883, dans une famille juive germanophone. Le jour, il était un fonctionnaire diligent et respecté dans une compagnie d'assurance, naviguant les couloirs labyrinthiques de la bureaucratie. Il était fiable, il était discret, il était, pour le monde extérieur, insignifiant. Mais la nuit, un autre Kafka émergeait, penche sur un bureau, remplissant des carnets, de ses angoisses, de ses cauchemars et d'observations étonnamment lucides de la condition humaine. Il écrivait la nuit, il vivait la nuit. Son existence véritable était secrète, soigneusement dissimulée au monde. Sa vie était une étude de contraste. Il aspirait à la connexion, mais était paralysé par un profond sentiment d'isolement. Il rêvait de la normalité, du mariage, de la famille, mais sabotait chaque chance de l'atteindre. Écrasé par la figure imposante de son père, conflit qui entra à chaque page. Il écrivait sur la peur, la culpabilité et les lois impénétrables qui régissent nos vies. Ces personnages nous ressemblent, vulnérables, cherchant un sens hors de portée. C'est, profondément émouvant. Dans les dernières années de sa vie, alors que la tuberculose le rongeait, Kafka s'inquiétait de son héritage. La maladie était lente et douloureuse, le confinant dans des sanatoriums, le forçant à affronter sa mortalité. En 1924, mourant, il formula ses dernières volontés sur son œuvre inédite. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre direct à Max Brod. Rédige sans place pour l'interprétation. Les mots équivalaient à une condamnation à mort pour son art. Cher Max, ma dernière demande, tout ce que je laisse derrière moi, journaux intimes, manuscrits, lettres, esquisses, boîtes de papier, doit être brûlé et non lu. Il demanda que toute œuvre en possession d'amis soit détruite ou jamais réimprimée. Il jugeait ses écrits trop personnels, fragmentés, issus de son enfer prive, des artefacts embarrassants. Il craignait d'être mal compris, dissèque par des étrangers, brûlé comme purification, ultime tentative de contrôler son récit, un ordre moral et intime. La parole d'un mourant est sacrée. Il voulut la porte verrouillée, la clé jetée pour toujours. Il voulait le silence. La demande n'était pas un test, c'était un plaidoyer pour l'oubli. Eh bien, c'était... un plaidoyer écrasant, absolu. Pour comprendre la trahison, il faut d'abord comprendre l'ami. Max Brod était, à bien des égards, l'opposé de Kafka. Là où Kafka était hésitant, secret, paralysé par le doute, Brod était énergique, sociable, infatigable promoteur des arts. Né en 1884, il était écrivain, romancier, compositeur, figure centrale de la scène pragoise. Ils se rencontrent en 1902, forgent un lien indéfectible. Brod voit le génie là où Kafka ne voit que l'échec. Il sera éditeur, agent, publiciste et lecteur le plus dévoué de Kafka. Ils marchent, voyagent, débattent des heures durant. Brod, pont entre l'intériorité de Kafka et le monde. Gardien de la flamme, il protège un feu que son créateur veut éteindre. Il connaît la souffrance de Kafka et l'ampleur de son talent, d'où la position impossible. Il reçoit la requête en ami et en gardien d'un trésor mondial. Obéir serait un crime contre la littérature. Désobéir, un crime contre l'amitié. Donc oui, c'est pourquoi il a fait le choix qu'il a fait. Le moment de la décision ne fut pas unique, mais un lent et douloureux processus de conscience. Il tenait une promesse sacrée faite à un mourant. Trahir, c'était violer le principe d'honorer les dernières volontés. Trahison d'intimité, de confiance. Brod le savait. Il lutte avec le fantôme de son ami et un ordre doux mais ferme. Détruire ce qu'il chérit le plus. Mais il a un engagement envers l'art, la littérature, l'avenir. Pour lui, l'œuvre appartient au monde. Détruire serait un vandalisme culturel impardonnable.
Il choisit la moralité publique. Préserver un chef-d'œuvre. Il choisit le public. Il choisit l'avenir. Il affirme avoir dit qu'il n'obéirait jamais à cet ordre. Justification commode ou franchise. Quoi qu'il en soit, il agit en sauveur, non en bourreau, paternalisme et amour, pas gloire. Il a choisi le salut. Trahir l'ami pour sauver l'âme de l'œuvre. Qu'a-t-il exactement sauvé? Le cœur de l'héritage de Kafka. Au premier rang, 3 grands romans inachevés. Le procès, Joseph K., arrêté pour un crime inconnu par une autorité inaccessible. Cauchemar administratif et culpabilité existentielle. Le château, la futilité d'une quête d'accès et de validation. K cherche un sens et une grâce insaisissables. Sans Brod, ses méditations sur l'aliénation seraient cendres. Il sauve nouvelles, journaux, lettres, brûlez-les, avait ordonné Kafka. Des récits qui cimentent avec sa maîtrise de l'inquiétant. Fenêtre intime sur ses anxiétés, son père, ses amours ratés. Document clé pour déverrouiller ses fictions. Même sa nouvelle la plus célèbre gagne en puissance dans l'univers entier. Ces manuscrits n'ont pas seulement enrichi l'œuvre, ils l'ont créée, transformant un excentrique en colosse. Il a sauvé une vision du monde, et Kafka de Kafka lui-même. La naissance du kafkaïen, un héritage imprévu. En éditant et publiant à la fin des années 20 et 30, une voix neuve résonne. Une voix d'aliénation, de culpabilité, d'absurdité bureaucratique, d'une clarté onirique. Des personnages piégés par un pouvoir arbitraire, le monde écoute. Alors que le totalitarisme et la guerre montent, l'écho est puissant, le diagnostic d'un anonymat froid, un effet d'entraînement qui change la littérature. Existentialistes et surréalistes reconnaissent un précurseur et sa logique onirique. De Garcia Marquez à Murakami, des générations s'en inspirent. Son nom devient adjectif, kafkaïenne, pour nos impasses absurdes et oppressives. Quand on est baladé de service en service ou face à des règles illogiques, moment kafkaïen. Ce mot n'existerait pas sans la trahison de Brod. Difficile d'imaginer la modernité sans lui, un pilier de notre compréhension du pouvoir et de l'individu. Tout cela est né du refus d'un ami d'allumer une allumette. Le paradoxe moral, Brod avait-il raison? Sujet de débat féroce, sans réponse facile. 2 principes s'opposent, autonomie personnelle et bien commun. La liberté testamentaire, décider du sort de ses biens, de son corps, de son héritage. Sa demande était explicite, conviction profonde. Ignorer, c'est l'infantiliser, violation de sa personne, la promesse sacrée, pierre angulaire de la confiance. Critique, aucune œuvre ne vaut plus que la volonté du créateur. L'acte de Brod, un vol. Défense, certaines œuvres sont patrimoine commun. Détruire serait un crime spirituel. Brod, seul gardien d'un trésor irremplaçable. Peut-être Kafka n'était-il pas apte à juger sa création au bout de sa vie. Brod accepte le jugement et le fardeau moral. Avait-il le droit de choisir? L'art est-il plus important que l'artiste? Pas de verdict simple, loyauté et trahison s'entremêlent, impossible et magnifique. Une trahison appelée belle, redéfinir la loyauté. Pourquoi osons-nous l'appeler belle? Le mot semble inapproprié. La trahison est laide, rupture de foi, bris de lien, et pourtant, ici, elle fut générative, un acte de création. La beauté n'est pas dans l'acte, mais dans ses conséquences. D'une déloyauté est né un don de loyauté. Brod trahit l'homme pour rester loyal au génie. Il transforma un point en virgule. La conversation a pu commencer. Des millions de lecteurs, à travers décennies et continents, se retrouvent dans ces pages. Lien entre une âme tourmentée et un lecteur solitaire un siècle plus tard, rendu possible par une foi rompue. Les grands actes d'amour sont souvent compliqués, humains, imparfaits. Sa trahison, doute, amour, espoir têtu de bien faire. Elle sauve un trésor et reconfigure la fidélité. Trahir la lettre pour être fidèle à l'esprit. Un art qui nous regarde, nous questionne, nous réconforte.